Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de votre journal. La conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs a débuté ce matin au Centre international des conférences. Dans un instant, nous écouterons le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. Nous vous dirons comment protéger notre pays des risques majeurs. Dans le grand format de ce week-end, Adel Bouhames nous dit quand les travailleurs de la mine de Ain Lazen à Sétif verront le bout du tunnel. Ils sont inquiets pour leur poste d'emploi. La direction des mines de la Wilaya rappelle que l'ouverture se fera quand les mesures de sécurité seront aux normes. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du théâtre, une passion qui a besoin d'être façonnée. Nous verrons comment le théâtre régional de Constantine permet à des passionnés de réaliser leur rêve à travers une formation qui leur donne la chance de devenir des comédiens professionnels. Enfin, on vous invite dans le monde fantastique de Salim, un bouquiniste à Oran qui invite à dévorer les livres et voyager dans la magie du mot. Une belle rencontre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par la conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs au CIC. La conférence est organisée par le ministère de l'Intérieur sous le thème « Une approche participative et intégrée ». 60 experts représentant 12 secteurs ministériels prennent part aux travaux de cette conférence. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a rappelé qu'il s'agit là d'un engagement du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il a demandé également aux experts et aux participants de mettre un terme aux avis contradictoires et aux débats non productifs et de travailler ensemble dans la même direction. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt une grande importance pour nous tous, car elle nous permettra de débattre des sujets qui sont une priorité et qui se trouvent au cœur du programme du gouvernement, qui découle directement des 54 engagements pris par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, notamment dans son 33e engagement où il est question de garantir un cadre de vie qualitatif respectant les objectifs de développement durable, de la préservation de l'environnement, mais aussi des biens ainsi que la protection des richesses que recèle l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui devant un défi incontournable. Ce qui nous est demandé à tous et à vous plus particulièrement en tant qu'experts et spécialistes, la réponse vous la connaissez sûrement tous. Il est temps aujourd'hui de mettre un terme aux avis contradictoires, aux luttes et aux débats stériles et de travailler tous ensemble, main dans la main, avec une méthodologie commune dans le cadre d'un véritable partenariat pour une même cause, afin d'élaborer et de préparer les axes de la politique nationale de prévention contre les risques majeurs et la gestion de catastrophes. في اليد بنفس المنهج في شراكة حقيقية تحت قضية مشتركة. Et plusieurs questions ce soir. Comment protéger sérieusement notre pays, nos enfants en cas de risque majeur? De quels moyens nous disposons? Quelle est notre stratégie et comment inculquer aux Algériens la culture du risque? Réponse avec Adel Bouhams. Sur les 14 risques majeurs répertoriés par l'Organisation des Nations Unies, l'Algérie est soumise à 10, d'où la nécessité de la mise en place d'une stratégie à même de permettre de lutter et de prévenir contre ces risques. Une action qui devrait impliquer la société civile à travers la sensibilisation et une communication ciblée. Le citoyen doit s'intégrer même dans l'éducation du risque. Il doit être maintenant, il va y avoir une proposition dans la stratégie, une proposition de formation du citoyen au niveau de l'école primaire, au niveau du lycée et au niveau de l'université. L'éducation du risque. Moi, j'insiste sur la culture du risque. Donc, il faut trouver tous les moyens, tracer même une stratégie de communication. Tracer sur une stratégie de communication spécifique aux risques majeurs. Et on n'est pas obligé d'assommer la population algérienne avec tous les risques. Moi, je suis à Alger, je vais cibler la communication et la sensibilisation sur ça. Je suis dans une région où il y a l'ensablement, où il y a d'autres risques nucléaires, risques chimiques, risques je vais cibler ça en priorité.
ندوة فتحت المجال لتبادل الخبرات بين المختصين لا سيما عن طريق التحضر عن بعد، ما سمح بتحديد الكثير من المفاهيم المتعلقة بالأخطار الكبرى والاستراتيجيات. Il faut apporter des modifications sur la loi relative à la prévention des risques majeurs et l'adapter au cadre Sendai auquel l'Algérie a souscrit en 2015. Un cadre qui a introduit de nouveaux concepts de gestion, passant de la gestion de la catastrophe à la gestion du risque de catastrophe, ainsi que la gestion participative du risque en associant la société civile considérée comme partie prenante dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe. La démarche stratégique du ministère de la Défense nationale en matière de gestion des risques majeurs et des catastrophes est axée sur le développement de cette stratégie à travers une évaluation continue des différentes opérations d'intervention pour les améliorer sur tous les niveaux. Une approche participative et inclusive est aujourd'hui primordiale pour réaliser une stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs. Et on s'excuse pour ce petit souci lié au sang. En parlant de risques majeurs à Béjaïa, 12 familles dont les logements ont été gravement endommagés lors du dernier séisme ont été relogés temporairement. Ils ont été installés dans la nouvelle zone d'habitation urbaine Sidi Ali Lebhar, près de l'aéroport Abban Ramtan. Image commentée par Badia Amarti. Leurs habitations ont été classées rouges par le CTC suite au séisme qui a secoué récemment la wilaya de Béjaïa. 12 familles sinistrées ont été relogées dans l'urgence. Elles ont pris possession de leur logement type F2, doté de toutes les commodités nécessaires. Le bonheur se lit sur les visages de ces bénéficiaires qui vivaient dans l'angoisse de voir leur ancienne maison s'effondrer à tout moment. الشكر كما يقولوا للشعب البجاوي اللي ساندنا دورون توت سيت سومان اللي كان اللي وقف معنا اللي جابوا لنا الماكله جابوا لنا الشعب البجاوي ils étaient vraiment là كانوا vraiment معنا du début à la fin et ensuite je voudrais remercier certains élus ثانيك اللي كانوا معنا عطاونا كما يقولوا يد معاونه بارابور للوالي اكسترا والحمد لله كما يقولوا اليوم رانا en sécurité واحد يقدر يخرج يخلي ما يخلي خواتاتو يخلي الدار تاعو وتكون لا كونسيونس ترونكيل. Je vous dis merci à vous tous, aux habitants de Béjaïa et à tous les Algériens qui se sont solidarisés avec nous. De ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle joie. Je souhaite tout le bien à notre pays et je tiens à remercier les responsables qui ont tenu parole en nous attribuant ces logements à la veille du mois sacré du Ramadan. Cette opération est temporaire selon les autorités locales pour parer au plus urgent en attendant le relogement des 600 familles éprouvées de façon pérenne dans le nouveau pôle urbain d'Irzer Ouazrif à Ouadrir, à 10 km à l'ouest de Béjaïa. Ces familles ont pris possession de leur nouveau logement. L'opération de relogement a commencé et on va la poursuivre jusqu'au relogement de toutes les familles dont les logements ont été touchés par le séisme. Rappelant que le ministre de l'Habitat Mohamed Tarek Belaribi avait réaffirmé lors de sa dernière visite la volonté des pouvoirs publics de tout faire pour assurer un toit à chacun des sinistrés dans les meilleurs délais, 2 mois au maximum. Globalement, ce ne sont pas moins de 5000 logements sociaux et de type AADL qui seront attribués une fois achevés les travaux d'aménagement, voirie et VRD. Dans l'actualité de ce samedi, dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 12 juin prochain, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, a animé aujourd'hui une conférence de presse au Palais des Nations, durant laquelle il a rappelé que l'ANI a désigné 17 nouveaux délégués de wilaya, en plus de magistrats et de présidents de commissions électorales chargés d'étudier les dossiers des candidatures à l'échelle nationale. Il a réaffirmé que la mise en place de tous les moyens logistiques afin de permettre le déroulement de ce rendez-vous électoral dans les meilleures conditions. On écoute Mohamed Sharfi. الهيئة الناخبة بعد المراجعة الدورية التي
Le corps électoral, après révision périodique des listes qui s'est déroulée du 15 novembre au 14 décembre 2020, est de 24 392 438 électeurs répartis comme suit. 23 486 979 répartis sur 58 wilayas et 905 456 électeurs à l'étranger. À ce jour, samedi 27 mars, le nombre de dossiers de candidature retirés a atteint 3270, dont 1420 par 55 partis agréés et 1863 dossiers dans le cadre des listes indépendantes. Dans l'actualité ou dans le grand format de ce week-end, cette question, quelle solution pour la mine de Ain Lazen à Sétif? Les travailleurs sont à l'arrêt depuis le mois d'août dernier et réclament un retour à l'activité. La direction des mines se dit consciente de ces préoccupations. La réouverture se fera une fois toutes les mesures de sécurité seront aux normes. Autre préoccupation, vous allez le voir, celle des travailleurs de l'unité de traitement de zinc qui se trouve pas loin de cette mine, car sans matière première, des dizaines de travailleurs pourraient se retrouver au chômage technique. Reportage signé Adel Bouhames et Dahmen Ben Boutelja. Avec des réserves de 600 000 tonnes de zinc, la mine de Cha'b al-Hamra à Ain Lazen est l'unique mine de zinc en activité à l'échelle nationale. Ce minerai tient son importance de son prix qui dépasse les 2700 $ la tonne. Depuis le mois d'août dernier, cette mine est fermée à cause de l'effondrement d'un tunnel minier. Les employés sont inquiets pour leur unique source de revenus. Les pouvoirs publics ont promis de développer le secteur des mines en Algérie. Nous les appelons donc à prendre en considération nos doléances. Nous sommes 140 employés au niveau de cette mine et nous attendons de voir ces promesses se concrétiser. Cela fait près de 9 mois que nous attendons la reprise du travail dans cette mine. Nous vivons dans des conditions déplorables. Nous avons eu plusieurs promesses, mais rien n'a été concrétisé jusqu'à aujourd'hui. On ne voit rien venir, on nous a complètement oubliés. Nous sommes dans le noir. Notre unité est notre gagne-pain, on est appelé à la préserver. La réouverture de cette mine reste tributaire de plusieurs facteurs. لازم réaliser une unité de jeu technique pour l'avancement jusqu'au profil 15. لازم هذه. Deuxième des choses, on a le problème de l'aération. لازم نشريو les ventilateurs pour améliorer le côté de l'aérage. Question كما نقول حنا matériel. عندنا كامل عندنا باش نديروا ليكستراكسيون مينري كاسيو خدامه عندنا الله يبارك خدامه بيان عندهم l'expérience في الدومين مينيer. À quelques kilomètres de cette mine est implantée l'unité de traitement du zinc brut. Cette unité risque la fermeture une fois les réserves de zinc épuisées. L'autre source d'inquiétude pour ces miniers, la vétusté du matériel qui cause des pannes à répétition. Nous sommes à l'usine de traitement. On fait le traitement du zinc par flottation. Donc, comme vous voyez derrière moi, la flottation, le principe de la flottation, c'est le broyage. Si on ne fait pas de broyage, on n'a pas de flottation. Donc, le grand problème ici, c'est le broyeur à bolé. On a un broyeur à bolé très aisé. Depuis la réouverture de l'usine ou bien de Cha'b al-Hamra, on n'a fait que des petites réparations. Donc, on n'a pas touché l'essentiel. Des moteurs, je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Si on a un broyeur en arrêt, on ne peut faire rien. Mais si le broyeur s'arrête, ça veut dire que la flottation s'arrête. Ça ne demande pas grand-chose. Un broyeur à bolé, un classificateur, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'on peut donner. Si on peut avoir un broyeur à bolé et un classificateur monospiral, on peut avoir 200 tonnes. Pourquoi pas 300 tonnes de zinc? Que cela soit à Cha'b al-Hamra ou à Kharzat Youssef, les employés espèrent voir leurs efforts estimés à leur juste valeur au vu du risque qu'ils encourent au quotidien. Chaque employé, quel que soit son secteur d'activité, doit être payé comme il se doit. Moi, je suis dans un secteur à haut risque et ma paie ne dépasse pas les 23 000 dinars, qui ne me donnent même pas droit au logement.
J'ai commencé avec un salaire de 26 000 dinars et aujourd'hui avec les primes, il ne dépasse pas les 35 000 dinars. Entre l'allocation et les dépenses quotidiennes, il nous sera difficile de joindre les deux bouts. On ne demande pas la lune, nous voulons juste que le travail reprenne. Le premier responsable du secteur des mines à Sétif reste confiant. L'État a mis en place toute une stratégie de relance du secteur des mines. Notre département ministériel repose sur 4 axes essentiels. Premier axe, c'est la révision de la loi minière. Ceci pour assouplir la loi et attirer les opérateurs économiques à investir dans ce secteur. Deuxième axe, c'est la révision de la carte minière. Donc il faut actualiser cette carte minière. Le troisième axe aussi, c'est le développement des potentialités existantes. Comme vous l'avez dit, pour la carrière, le gisement de Cha'b al-Hamra de zinc, donc il faut développer cette potentialité et revoir, de la mettre à niveau, comme ça pour permettre d'avoir plus d'extraction de zinc et de plomb au niveau de cette carrière. Enfin, le quatrième axe, c'est la formation, qui est très importante, c'est la formation de la ressource humaine. Avec 200 indices recensés, dont 86 exploitations déjà en activité, notamment des carrières d'agrégats, une mine de fer, 2 gisements de gypse, un gisement de sel et de zinc, Sétif est en passe de devenir un véritable pôle minier. De quoi rassurer les employés de la mine de Cha'b al-Hamra et de l'unité de traitement de Kharzat Youssef. Et de Sétif à Tamanrasset qui relève le défi de l'exportation du ciment vers les pays africains. 350 tonnes de ciment seront bientôt acheminées vers les chantiers maliens et nigériens. Commentaire signé Raf Hamouche. Après avoir relevé le défi de l'autosuffisance en ciment à l'échelle nationale, aujourd'hui, la wilaya de Tamanrasset se lance un nouveau défi, et pas des moindres. 350 tonnes de ciment seront exportées vers les pays voisins, comme le Mali et le Niger. Objectif, une économie diversifiée et sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre environ 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, et cela grâce aux exportations du ciment. La direction du commerce de la wilaya de Tamanrasset est investie pleinement pour accompagner et orienter chaque opérateur économique pour ce type d'opération. Une dynamique accompagnée par les autorités concernées, lesquelles ont mis en place toutes les facilitations nécessaires, notamment en ce qui concerne le transport et la logistique. Nous avons pris du retard en matière d'exportation du ciment, mais aujourd'hui, avec les facilitations émises par la direction du commerce, nous sommes plus que confiants pour la suite. La marchandise est conforme à la déclaration douanière et donc éligible à l'exportation vers les pays voisins. Pour rappel, la production nationale en ciment tout type confondu est actuellement excédentaire. D'importateur, l'Algérie est passée au statut d'exportateur depuis 7 ans déjà. Tout à fait autre chose à présent. On vous parle dans ce journal de Earth Hour, 1 heure pour la planète, une campagne mondiale qui consiste à éteindre les lumières pendant 1 heure, un geste pour la planète. L'Algérie participe dans cette campagne avec l'association Sidra sous le parrainage du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Commentaire signé Rima Mali. Earth Hour, 1 heure pour la planète. L'Algérie sera au rendez-vous cette année pour célébrer le plus grand événement environnemental mondial, comme elle le fait tous les ans depuis 2015, grâce à l'association Sidra. Cette action écologique est parrainée par le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, dont voici l'appel à participation du premier responsable du secteur sur les réseaux sociaux. Samedi 27 mars 2021, entre 20h30 et 21h30. À l'instar de tous les pays, l'Algérie fête un événement planétaire important, Earth Hour. Je vous invite à éteindre les lumières, et ceci pour éviter à la Terre 5 millions de tonnes de CO2 et laisser aux générations futures une planète
viable. L'événement Earth Hour, promu par l'ONG internationale World Wide Fund, consiste à éveiller les consciences sur l'impact de la pollution et du gaspillage énergétique, et ce, en appelant les individus aux 4 coins du globe à éteindre leur lumière pendant 60 minutes. Préparez-vous à plonger dans le noir ce soir à 20h30 pour la bonne cause. Et l'appel est lancé donc, entre 20h30 et 21h30, vous êtes invités à éteindre vos lumières, un geste pour la planète. Comme chaque week-end, on prend de vos nouvelles, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, on prend la direction de Montréal pour écouter Sabrina Garbas. Elle est conseillère stratégique en cybersécurité et elle nous parle de ce pont qu'elle maintient tous les jours avec l'Algérie, malgré la distance. Regardez. Bonsoir Kamel. Alors tout d'abord un grand merci de me donner cette occasion de m'adresser au public algérien à travers ton journal télévisé. Comme tu le sais, le contexte de la pandémie rend difficile les déplacements pour nous, les Algériens de Montréal. Et nous sommes très frustrés, très peinés de ne pouvoir venir en Algérie pour concrétiser nos projets et mener à bien nos initiatives. La bonne nouvelle, c'est qu'on reste confiant, on reste porté vers l'avenir avec la volonté de rapidement venir entreprendre en Algérie. Sois certain que nous sommes impatients de revoir nos sœurs et frères algériens et de continuer à faire le pont entre ces deux merveilleuses villes que sont Alger et Montréal. Alors, malgré les 6252 kilomètres qui nous séparent, ici au Canada, nous vous tenons très proches de nos cœurs et je suis certaine qu'on va venir à bout de cette crise tous ensemble et que très rapidement on sera réunis autour de succulents Kelbellouz, Inch'Allah. Alors, je te salue, j'envoie toute mon affection au peuple algérien en respectant les gestes barrières. Je vous demande de prendre soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, continuez d'entreprendre et faites preuve d'ingéniosité. Du pays des caribous, je vous envoie toute mon affection, plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt. Et on salue tous nos téléspectateurs à Montréal. Dans l'actualité de ce samedi, le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Rbiqa, a souligné à Béchar que l'œuvre du colonel Lotfi et ses compagnons morts au champ d'honneur reste gravée à jamais dans la mémoire de la nation et du peuple. Le sacrifice suprême du chef de la wilaya historique 5 et ses compagnons doit être sacralisé et traduit sur le terrain pour la poursuite des efforts de l'édification d'une nation forte, comme l'ont espéré les martyrs de la Révolution du 1er novembre 1954. Et vous l'avez compris, nous commémorons aujourd'hui le 61e anniversaire de l'assassinat du plus jeune colonel de la révolution algérienne et un des plus érudits. Le colonel Lotfi a marqué l'histoire de notre pays à travers son parcours et son courage, mais également à travers ses écrits. Retour sur son parcours avec Sami Benchir. J'espère que tout se passera bien. Dans le cas contraire, j'aurais connu la plus belle fin qu'aurait pu souhaiter et rêver un jeune révolutionnaire. En ces termes s'était exprimé le colonel Lotfi dans sa dernière lettre adressée à sa femme avant de tomber au champ d'honneur le 27 mars 1960, il y a de cela 61 ans. De son vrai nom, Drin Ben Ali Boudran, le natif de Tlemcen avait mené à 22 ans des batailles décisives dans le sud, des batailles qui se sont soldées par de lourdes pertes dans les rangs de l'armée coloniale. Des légions entières, des instruments de guerre modernes pour l'époque contre 5 personnes. Voilà la grandeur de la révolution, sa grandeur dans ses hommes. Un fin stratège doublé d'un intellectuel habité par les injustices de son temps. Ayant été nommé à la tête de la Wilaya 5 historique à l'âge de 24 ans, il est le plus jeune colonel de la révolution algérienne. Il a laissé des écrits sur l'économie algérienne telle qu'il l'imaginait post-indépendance. Il était doté d'une vaste culture et d'une grande intelligence. Ce 27 mars 1960, il est pris dans un traquenard à Djbel Béchar en compagnie de ses frères d'armes. Il connaît ainsi la plus belle fin qu'il souhaitait près de 2 ans avant, la concrétisation des espoirs qu'il portait pour sa patrie. C'est l'histoire d'un homme dont le martyr, aux côtés d'1,5 million d'autres, ont jeté les fondations révolutionnaires de l'Algérie indépendante.
Et nous avons appris aujourd'hui la disparition du Moujahid Mohamed El Hadi Herzaïmia à l'âge de 95 ans. Natif de la wilaya de Khanchla, le shahid a rejoint les rangs de la LN très jeune. Suite à cette douloureuse épreuve, le ministre des Moujahidines et des ayants droit, Taïb Zetouni, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Prions Allah Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Le Moujahid a été inhumé cet après-midi dans la wilaya de Khanchla. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous célébrons ce 27 mars la journée mondiale du théâtre, un don, une passion pour certains qui a besoin d'être façonné à travers une formation continue. C'est justement ce que propose le théâtre régional de Constantine. La possibilité à des dizaines de jeunes de réaliser leur rêve, une formation de 3 ans pour devenir comédien professionnel. Reportage signé Siham Kanouch. Le théâtre régional de Constantine se lance dans la formation. Beaucoup s'y intéressent. Grands et petits viennent suivre des cours de chorégraphie, de diction, de scénographie chaque week-end. La formation s'étend sur 3 années. درست مسرح قسنطينة الجهوي اللي عندها دركا 3 سنوات من اللي تأسست. Ici, au niveau du théâtre régional de Constantine, la formation que nous proposons dure 3 ans. Et on assure tous les cours pédagogiques qu'on donne à l'école supérieure du théâtre de Bogdel-Kiflan. Notre but est de former les comédiens professionnels. L'initiateur de ce projet, un jeune comédien qui défend le théâtre, qui veut le développer et élargir ses horizons. L'idée, عندها بزاف من اللي جاتني en 2016-2015 في عاصمة الثقافة العربية. L'idée date de quelques années déjà. J'ai remarqué que nous avions un manque de comédiens professionnels, pas uniquement ici à Constantine, mais sur tout le territoire national. Je me suis dit alors, pourquoi pas? تما جاتني ليدي باللي قسنطينه بون مش غير قسنطينه سي براتيكمون l'Algérie محتاجه une relève في le théâtre. Les étudiants forment 3 sections, 2 pour les grands et 1 pour les petits. Je viens de Ain Melilla, cela m'intéresse franchement. On apprend beaucoup de choses, comment se tenir, comment marcher. Notre but est de faire aimer le théâtre à l'enfant. Chaque enfant initié saura faire beaucoup de choses plus tard. Une initiative louable qui ne demande qu'à être généralisée partout en Algérie. Et des planches du théâtre à l'univers des livres. Notre correspondant à Oran, Salim Skandar, nous invite à faire connaissance avec Salim, un bouquiniste qui invite les Oranais à dévorer les livres dans sa petite boutique. Il est devenu, vous allez le voir, un carrefour pour les amoureux de la lecture. Reportage. Donner une seconde vie aux livres déjà lus, c'est le quotidien du jeune Simo, bouquiniste oranais qui vend des livres d'occasion, mais pas que. Le charme, c'est surtout وين ندير دي رونكونتر انا اترافير لي ليف عرفت الناس هذا هو لو بليز امبورطون تعرفت في الجيري كاع زعما درت دي كونيسونس مع كاع لي كاتيجوري دي ميدسان دي جورناليست دي بويت عرفت دي بانتر انا بور مو هذا هو لو بليز امبورطون كاع كيما كان يقولها لي واحد صاحبنا بعدا ستان بانتر الله يرحمه مات كان يقول لي هادشي راك دايره غير باش تاتيرينا زعما. Le livre est un prétexte. Dans son petit jardin littéraire, peuplé d'auteurs qui font voyager dans le temps les férus de la lecture, des centaines de livres dont chacun a sa propre histoire, ou plutôt ses propres histoires. La bouquinerie, par rapport aux librairies, déjà, vous trouvez les bouquins qui sont d'occasion et des perles rares. Simo a embrassé le métier de bouquiniste à la suite d'une rencontre qui va le marquer à jamais.
عمي مولود الله يرحمه هو لو بار تقدر تقول لو بار تاع لي بوكينيست. انا كنت نروح عنده صافي هو مات مسكين الله يرحمه كون بارازار لا ميم اني اللي حليت فيها انايا ستادير كالكو موا افون وفريكونتيتها بزاف شفتها كيفاش يتعامل مع الكليون كيفاش يسدف لي ليفر كيفاش يشري لو كالم تاعه ولي جون الثاني اللي كانوا يجوا عندها لي زيكريفان دي جون دي بويت دونك بور موا سي اون ايكول الله يرحمه. Après une période de confinement très dure, Flectuat nek mergitur, œuvrant à la survie de la littérature, Simo continue à proposer des livres dans ce bel espace de rencontre et de lecture. Belle découverte. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission Cinéma Gros Plan. Nabil Kitouni s'intéresse à cette question que vous vous posez certainement. Pourquoi tant de production, tant d'engouement pour les séries pendant le mois de Ramadan? Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.